Marcus Reynolds a regardé, impuissant et horrifié, les policiers tirer 3 coups de feu sur sa fille de 16 ans, Jasmine, lors d'un contrôle routier de routine. Son seul crime a été d'avoir pris son téléphone pour l'appeler. Les balles transpercèrent son uniforme de pom-pom girl, le sang imbibant le tissu brillant tandis que Marcus s'agenouillait à ses côtés. Il lutta pour arrêter le saignement, tiraillé entre son instinct de père et la discipline mortelle inculquée par des décennies d'entraînement au combat dans la Delta Force. Puis l'un des officiers remarqua quelque chose par terre, sa carte d'identité militaire. Un murmure paniqué suivit. « Il faut régler ça. » Appelle le chef. Pourrait-il vraiment s'en tirer en tirant sur la fille d'un commandant décoré de la Delta Force? Marcus Reynolds n'était pas un père comme les autres. Il avait servi 20 ans dans l'unité d'opération spéciale la plus prestigieuse des États-Unis, et son palmarès était si remarquable que même les généraux se levaient lorsqu'il entrait dans une pièce. Après sa libération honorable, il avait embrassé une vie plus tranquille, travaillant comme moniteur de conduite défensive, enseignant à des adolescents comment survivre sur les routes même qui menaçaient désormais de tuer sa propre fille. Rien de ces 4 missions de combat ne l'avait préparé à ce moment, sa fille se vidait de son sang sur l'asphalte de la banlieue tandis que des lâches portant des badges se précipitaient pour protéger les leurs. Depuis la perte de sa femme, Hélène, d'un cancer du sein il y a 3 ans, Marcus et Jasmine étaient devenus le monde de l'autre. Les petits déjeuners étaient devenus sacrés, un moment pour cuisiner ensemble, parler de projets universitaires et surmonter le deuil. Jasmine avait hérité de la ténacité de sa mère et de l'esprit stratégique de son père. Elle était brillante, pragmatique et motivée, excellente note, une véritable prouesse sur le terrain, et cette université lui avait proposé des bourses. Son rêve était de devenir avocate spécialisée dans les droits civiques. Les lettres d'acceptation, classées par couleur selon les points forts de son programme, ornaient les murs de sa chambre comme ses propres médailles. Ils avaient choisi le quartier d'Oak Ridge pour ses écoles réputées, mais l'accueil fut loin d'être chaleureux. Madame Donaldson, leur voisine d'en face, avait appelé la sécurité le jour de l'emménagement de Marcus. Monsieur Peterson, de l'association de propriétaires, lui avait souri et suggéré, amicalement, que Marcus serait peut-être plus à l'aise dans l'autre lotissement de la ville, où vivaient la plupart des familles noires. Marcus est resté. Il est resté avec dignité, pour le bien de Jasmine, pour lui montrer à quoi ressemblait la persévérance. Maintenant, cette persévérance était mise à rude épreuve, au point d'être brisée. Dans le couloir stérile et éclairé au néon de l'hôpital, un chirurgien traumatologue a annoncé la nouvelle avec une extrême urgence. La balle a manqué son cœur de quelques centimètres, mais elle est dangereusement proche de sa colonne vertébrale. Nous devons l'opérer immédiatement. Tandis que Marcus faisait les 100 pas, du haut de son 1,88 m, toujours en pleine forme à 132 cm, les infirmières le regardaient avec prudence. Un agent de sécurité ne le quittait pas des yeux. Une infirmière a même tressailli lorsqu'il s'est approché calmement du bureau. Puis le colonel Jensen, l'ancien commandant de Marcus, arriva, toujours en uniforme. Il serra Marcus dans ses bras avec ferveur. « Comment ose-t-il faire ça à ta fille » murmura-t-il. « J'ai déjà informé les avocats du JAG. » À l'extérieur de l'hôpital, la machine médiatique avait déjà commencé à tourner. La suspecte a fait des gestes menaçants et a refusé d'obtempérer aux ordres des policiers, a déclaré le capitaine de police Wilson lors d'une conférence de presse. Nos agents ont observé ce qui semblait être un objet ressemblant à une arme. Quelques instants plus tard, le téléphone de Marcus vibra. Une alerte info affichait la photo de classe de Jasmine, assombrie et déformée pour la rendre plus menaçante. À côté, une image d'archive d'un couteau, semblable à celui qu'elle cherchait à saisir. Mais ce n'était pas une arme. C'était son iPhone rose gold, avec sa coque pailletée et tout le reste. Alors que Marcus regardait avec incrédulité, un agent de sécurité de l'hôpital s'est approché. « Monsieur, j'ai besoin que vous veniez avec moi. »« Ma fille est en chirurgie, » répondit Marcus, calme mais ferme. « Je ne vais nulle part. Nous avons reçu un appel de la police d'Oak Ridge vous décrivant comme potentiellement violent et représentant un risque pour le personnel. Soit vous venez discrètement, soit je devrais vous maîtriser. » Le colonel Jensen s'avança, la voix comme le tonnerre. « Cet homme a commandé des opérations d'élite pour défendre votre liberté. Reculez avant de commettre l'erreur. Deuxième, la plus grosse erreur de la journée de votre service de police. » Le garde recula, mais le message était clair, le système resserrait les rangs. Plus tard dans la matinée,
Marcus était assis près du lit d'hôpital de Jasmine, observant sa poitrine se soulever et s'abaisser à travers un réseau de tubes. Puis le chef de la police, Richard Kanden, arriva, l'air solennel, l'inquiétude peinte sur son visage avec la précision d'un acteur chevronné. « Commandant Reynolds, ce malheureux incident retient toute mon attention », a-t-il déclaré d'une voix pleine de fausseté. « Je tiens à vous assurer personnellement que nous menons une enquête approfondie. » Marcus remarqua que l'autre main de Kanden reposait près de son arme de poing dans son étui, une menace subtile enfouie sous la démonstration de respect. « Où sont les images de la caméra corporelle » demanda Marcus sans détour. Kanden hésita. Malheureusement, les deux agents ont rencontré des problèmes techniques avec leur équipement. Des témoignages sont néanmoins recueillis. Des témoins disent que vos officiers ont tiré sur ma fille non armée, dit froidement Marcus. La voix de Kanden baissa. Commandant, vous avez servi votre pays avec honneur. Vous savez combien ces situations peuvent être complexes et avec quelle rapidité les malentendus peuvent dégénérer lorsque certains éléments sont en jeu. Ce serait une tragédie si votre dossier était examiné. Une menace voilée. Contre un père. Un soldat. Un patriote. Dans l'après-midi, le procureur est arrivé avec une sympathie similaire. Nous prenons ces affaires très au sérieux. Les agents impliqués ont été placés en congé administratif. Congé payé. Pendant que Jasmine était aux soins intensifs. Ce soir-là, les informations locales ont diffusé des reportages remettant en question le caractère de Jasmine. Selon certaines sources, l'adolescent était devenu de plus en plus agressif à l'école, a affirmé un journaliste, sans citer aucune source. La photo de Jasmine dans l'album de fin d'année avait été modifiée pour paraître inquiétante. Les réseaux sociaux ont déversé des mensonges, Marcus avait été renvoyé pour cause d'indignation, souffrait de troubles de la colère et était dangereux. Tout est faux. Puis, un appel est arrivé de Xavier Washington, l'ancien coéquipier de Marcus à Delta, désormais agent du FBI. « Marc, j'ai tiré des ficelles », dit Xavier. « Ces deux policiers ? Ils ont tous deux des plaintes enfouies. » L'agent Brendan Miller a 6 rapports pour usage excessif de la force, tous impliquant des civils noirs. Tous ont disparu de son dossier. Soudain, une notification est apparue sur l'écran de Marcus. La vidéo du témoin avait fuité. La voix de Jasmine résonna d'une clarté cristalline. « Je prends juste mon téléphone pour appeler mon père. » Et puis, les coups de feu. Le hashtag Justice for Jasmine est devenu tendance, à l'échelle nationale. Marcus resta aux côtés de Jasmine jusqu'à minuit, lorsque son état se stabilisa. Épuisé, il rentra chez lui et comprit instantanément que quelque chose n'allait pas. Sa maison avait été saccagée. Les tiroirs avaient été vidés. Les appareils électroniques avaient été détruits. Toutes les photos de Jasmine avaient disparu. Ses médailles militaires ? Disparues. Ses états de service ? Effacés. Ce n'était pas un vol. C'était un message. Croyez-vous toujours que notre système judiciaire protège tout le monde de manière égale ? Cette nuit-là, Marcus passa 17 appels. Des appels à des hommes qui avaient combattu à ses côtés dans des pays que la plupart des Américains ne pouvaient pas désigner sur une carte. Des hommes qui n'avaient pas besoin d'ordre pour savoir quoi faire. Ils ont choisi la mauvaise famille, a déclaré Deacon Phillips, ancien expert en démolition, aujourd'hui à la tête d'une société de sécurité privée. Je serai là à la tombée de la nuit. J'ai déjà réservé mon vol, a déclaré Miguel Sanchez, spécialiste en communication, aujourd'hui employé par une grande entreprise technologique. J'apporte du matériel qu'ils n'ont jamais vu. Mais c'est l'arrivée discrète de Xavier Washington qui a tout changé. Je rends simplement visite à un vieil ami, dit-il en exhibant son badge du FBI. Ma présence n'a rien d'officiel. Sa petite amie, une technicienne de laboratoire senior, a sorti le dossier de Jasmine. L'échantillon de sang prélevé à son admission ? Contaminé et détruit. C'est ce qu'indique le dossier. Mais aucun deuxième échantillon n'a été demandé. Il ne cherchait pas seulement à dissimuler une fusillade. Il cherchait à effacer la vérité elle-même. Il cache quelque chose dans sa toxicologie, conclut Marcus, la voix basse et soupçonneuse. Et ce n'est pas tout, ajouta Xavier d'un ton sombre. Des témoins de la scène ont rapporté la visite d'agents en civil. On leur a clairement indiqué qu'ils avaient peut-être mal mémorisé certains détails de leurs déclarations initiales. Le téléphone a sonné. C'était l'hôpital. Jasmine était réveillée.
Marcus se précipita dans les couloirs, l'espoir et la terreur s'entrechoquant dans sa poitrine. Arrivé à son chevet, il eut le souffle coupé. Ses yeux s'ouvrirent brusquement, las mais conscient, et son visage s'adoucit à sa vue. « Papa » murmura-t-elle, la voix rauque à cause du tube respiratoire qu'il venait de retirer. Marcus lui prit doucement la main. « Je suis là, ma puce. Tout ira bien. » Les larmes lui montèrent aux yeux. « Je ne sens plus mes jambes, papa. Je ne sens plus rien en dessous de ma taille. » Plus tard, le médecin prit Marcus à part. « La balle a provoqué un gonflement près de sa colonne vertébrale, » expliqua-t-il en évitant tout contact visuel. « Cela pourrait être temporaire. Ou permanent. Nous ne le saurons pas avant plusieurs semaines. » Cette nuit-là, pendant que Jasmine dormait, Xavier arriva avec une épaisse enveloppe marron. Il l'ouvrit sur la petite table de la chambre d'hôpital et commença à disposer les photos, une par une. Les images étaient accablantes. Ils ont montré l'officier Brendan Miller lors d'un rassemblement avec des membres de Patriotes pour la Pureté, un groupe suprémaciste blanc connu pour cibler les vétérans militaires de couleur. Ils pensent que les minorités en uniforme volent le courage de ceux qu'on appelle les vrais héros américains, a déclaré Xavier. Miller a assisté à au moins 6 de leurs réunions cette année. Et regardez ça, votre adresse figurait sur l'une de leurs listes de cibles. Un frisson parcourut Marcus. Il connaissait mon nom à ce contrôle routier. Ce n'était pas un hasard. Non, confirma Xavier. Ils ont tiré sur Jasmine délibérément. Les pensées de Marcus s'emballaient, calculant déjà les scénarios d'intervention et les prochaines étapes lorsque des alarmes retentirent soudain dans la chambre de Jasmine. Les moniteurs hurlèrent. Les infirmières firent irruption. Elle est en état de choc anaphylactique, a crié quelqu'un. Qu'est-ce qu'on lui a donné, demanda sèchement un médecin. Un analgésique classique, répondit une infirmière en feuilletant le dossier. Son visage pâlit. Oh mon Dieu! De la codéine. Elle est allergique. C'est clairement indiqué ici. Marcus tenta de se faufiler dans la pièce, mais fut retenu. Elle est allergique à ça, cria-t-il tandis qu'on lui fermait la porte au nez. Pendant 17 minutes d'angoisse, il resta debout devant la vitre, impuissant, à regarder leur combat pour ramener sa fille. Lorsque le médecin apparut, son visage était gris. Nous avons dû la réanimer, dit-il. On lui a administré un médicament auquel elle est gravement allergique, malgré les multiples avertissements dans son dossier. J'ai lancé une enquête interne, mais... Sa voix baissa jusqu'à devenir presque un murmure. Vous devriez envisager de la transférer dans un autre hôpital une fois son état stabilisé. Je ne peux pas garantir sa sécurité ici. Alors qu'il se détournait, Marcus remarqua un agent de sécurité qui les observait depuis le bout du couloir, murmurant quelque chose dans sa radio. Le message était clair, nul endroit n'était sûr. De retour dans un motel à seulement 20 minutes d'Oak Ridge, Xavier et Miguel Sanchez travaillaient depuis un poste de commandement improvisé. Chaque patrouilleur sauvegarde ces images en temps réel sur le serveur central, expliqua Xavier. Ils peuvent perdre les caméras d'origine, mais les sauvegardes sans fil sont plus difficiles à effacer. Après 36 heures de piratage épuisant, Miguel a insisté pour appeler cela « libération créative des données », il l'avait, les images brutes et non montées du tournage de Jasmine. La vidéo commence avec l'officier Miller s'approchant de la voiture de Jasmine, sa main déjà posée sur son arme. « Permis et immatriculation », aboya-t-il. « Oui, monsieur », répondit Jasmine, ses mains visibles sur le volant, comme Marcus le lui avait toujours appris. « Tu sais pourquoi je t'ai arrêté ? » « Non, monsieur, je ne le sais pas. » Le feu arrière est éteint, a déclaré Miller, mais les images montraient clairement que les deux feux arrière fonctionnaient parfaitement. « Je vais régler ça tout de suite, » dit poliment Jasmine. « Sortez du véhicule. »« Puis-je vous demander pourquoi, monsieur ? » ?»« Sortez maintenant, » aboya Miller, sa main resserrant son arme. « Je vais appeler mon père, » dit Jasmine d'une voix calme mais méfiante. « Il est juste au coin de la rue. » « Ne touche à rien, » cria Miller tandis que Jasmine approchait lentement sa main du téléphone posé sur le siège passager. « Je prends juste mon téléphone pour appeler mon père, » a-t-elle expliqué. 3 coups de feu ont retenti. Sans avertissement. Sans justification. Les images la montraient affalée, le sang imprégnant sa chemise. Un deuxième policier s'est précipité sur les lieux. « Qu'est-ce que tu as fait ?» demanda-t-il. « Vérifier sa carte d'identité, » répondit froidement Miller.
L'autre officier fouilla le sac à main de Jasmine. Jésus-Christ, c'est le fils de Reynolds. Le type de la Delta Force? Celui sur la liste, demanda Miller, la voix soudain teintée de panique. Il faut qu'on arrête ça, dit le deuxième policier. Appelez l'inspecteur Harlow. Et le chef. Marcus reconnut cette voix. L'inspecteur James Harlow, le bras droit du chef Camden. L'homme à tout faire. Munis de ces images, Marcus et Xavier ont approfondi leurs recherches. Ils ont découvert 17 plaintes déposées contre des policiers d'Oak Ridge pour des contrôles routiers à caractère raciste et usage excessif de la force tout enterrés par le chef Camden. 8 de ces contrôles ont donné lieu à des arrestations suspectes, dont les preuves ont ensuite disparu. Toutes ces arrestations ont eu lieu au carrefour même où Jasmine a été abattue. Ils ont fait appel à Sarah Chen, une journaliste d'investigation. Camden est très strict, expliqua-t-elle, leur montrant les schémas numériques des arrestations et des classements de plaintes internes. Mais ce carrefour où Jasmine a été abattue est plus qu'un point névralgique. C'est une plaque tournante. Quelque chose de précieux circule dans ce corridor. Pendant que Xavier consultait ses contacts du FBI, Marcus opta pour l'action directe. Il traqua l'agent Miller jusqu'à un bar à la sortie de la ville, puis le suivit jusqu'au parking. « Vous avez tiré sur ma fille délibérément », dit Marcus en activant un enregistreur que Miguel lui avait donné. Miller, détendu par l'alcool, sourit. « Vous pensez que votre service militaire vous rend spécial ?» dit-il d'une voix pâteuse. « Les patriotes pour la pureté disent que vous volez le courage. Alors vous avez tiré sur une fille de 16 ans à cause de la couleur de peau de son père, insista Marcus. On savait exactement qui elle était, ricana Miller. Message envoyé. Marcus serra les poings, mourant d'envie de riposter avec force. Mais Jasmine avait besoin de lui libre, pas en cellule. Il laissa Miller derrière lui et retourna au motel, où Xavier et Sarah visionnèrent l'enregistrement. C'est suffisant pour l'enterrer, dit Sarah en faisant une copie. Mais au matin, le fichier avait disparu. Statique. Effacé. Ils ont une technologie de pointe, a confirmé Miguel. C'était une suppression professionnelle. Pas un travail d'amateur. Puis le téléphone de Marcus sonna. C'était Sarah. Sa voix tremblait. Mon appartement a été cambriolé. Tout a disparu, mon ordinateur portable, mes sauvegardes. Ils ont laissé un badge de police sur mon oreiller. Ils me mettent en garde. La menace grandissait, mais leur détermination aussi. C'est fini maintenant, dit Marcus au groupe réuni dans la chambre du motel. Xavier. Diacre. Miguel. Sarah. Tous acquiescèrent. S'ils contrôlent les preuves et le récit, a déclaré Marcus, nous changeons le champ de bataille. En moins de 48 heures, ils organisèrent une manifestation pacifique devant le siège de la police d'Oak Ridge. Marcus se tenait au centre, calme et autoritaire. Sa voix était basse mais puissante, affinée par des années de leadership dans les environnements les plus hostiles de la planète. Ma fille a reçu 3 balles pour avoir attrapé son téléphone, a-t-il déclaré à la foule et aux médias. Elle pourrait ne plus jamais marcher. Les policiers responsables n'ont pas été inculpés. Leurs caméras piétons ont dysfonctionnement. Les témoins sont intimidés. Ce n'est pas de la justice. C'est de la corruption. Les médias locaux ont d'abord déformé ses propos pour le présenter comme agressif, mais les médias nationaux l'avaient déjà remarqué. Le hashtag Justice for Jasmine a explosé, touchant des millions de personnes. Et puis, le moment qui a tout changé. Jasmine, toujours dans son lit d'hôpital, portant une minerve et respirant grâce à des tubes à oxygène, a enregistré une déclaration. Sa voix était posée. Sa présence, inoubliable. On m'a appris à respecter les policiers, a-t-elle déclaré. J'ai suivi toutes les instructions. J'ai gardé mes mains visibles. J'ai expliqué avant de bouger. Ils m'ont quand même tiré dessus. Maintenant, je ne sens plus mes jambes. J'allais jouer au basket à l'université. J'ai reçu des offres de bourse. Maintenant, je ne sais pas si je pourrai un jour remarcher. Sa force tranquille a fait d'elle un symbole national. La vidéo est devenue virale, 20 millions de vues en 24 heures. Sous une pression immense, le bureau du procureur a tenu une conférence de presse. Marcus et Xavier se tenaient dans la ligne de protestation, regardant le procureur Spencer monter à la tribune.
Après un examen approfondi de tous les éléments de preuve disponibles, a déclaré Spencer, notre bureau n'a trouvé aucun motif d'inculpation contre les policiers impliqués. Bien que cet incident soit regrettable, les policiers ont respecté les protocoles du service lorsqu'ils ont été confrontés à ce qu'ils percevaient comme une menace. Les mots résonnèrent avec une froide finalité. Mais le combat n'était pas terminé. Il ne faisait que commencer. La foule explosa de fureur, les voix s'élevant dans une vague d'indignation. Mais Marcus resta immobile, l'expression indéchiffrable. Il n'attendait rien de mieux d'un système conçu pour se protéger lui-même. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'était la rapidité avec laquelle Oak Ridge se fracturerait selon des critères raciaux. Au 4e jour de manifestation, des contre-manifestants apparurent de l'autre côté de la rue, brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Soutenez la police » et « Soutenez notre police ». Nombre d'entre eux portaient l'insigne des « Patriotes pour la pureté », le même groupe nationaliste blanc auquel l'agent Miller était affilié. La tension était palpable. Deux camps, divisés par l'idéologie et l'histoire, se regardaient de haut dans la chaleur étouffante. Au milieu du vacarme, Marcus remarqua une petite fille au pas plus de 5 ans qui s'éloignait de la foule des contre-manifestants, s'approchant dangereusement de la rue au moment même où un camion déboulait à toute vitesse au coin de la rue. Sans hésiter, Marcus s'élança, prenant l'enfant dans ses bras quelques instants avant l'impact. Il rendit la fillette tremblante à sa mère, qui resta figée, incrédule. « Tuez-lui, le père, dit-elle doucement. »« Oui, madame, » répondit Marcus en posant doucement la jeune fille. « Et votre fille est magnifique. S'il vous plaît, gardez-la près de vous. » L'instant, brut et puissant, fut immortalisé par des dizaines de caméras. L'espace d'un instant, le récit changea. Même les médias locaux hostiles ne purent nier la véracité de ce qu'ils avaient filmé. Les images de l'acte altruiste de Marcus passèrent en boucle, remettant en cause la campagne de diffamation dont il était l'objet. Mais le chef Camden n'était pas prêt à laisser Marcus reprendre son élan. Ce soir-là, alors que Marcus s'adressait à une foule grandissante de partisans pacifiques, la police anti-émeute a encerclé l'assemblée. La voix de Camden retentit dans un mégaphone, « Marcus Reynolds, vous êtes en état d'arrestation pour incitation à la violence, trouble à l'ordre public et agression sur agent. » La voix de Marcus était calme et résolue. « Quand ai-je agressé un officier ?» Le sourire glacial de Camden en disait long. « Il y a environ 2 minutes, quand vous avez poussé l'agent Jenkins en résistant à votre arrestation. »« Je n'ai été en contact avec aucun officier, » répondit Marcus d'un ton neutre. Camden se pencha, la voix presque chuchotée. « Ce n'est pas ce que montreront les images de la caméra. » Tandis que les policiers avançaient, Xavier émergea de la foule et murmura à l'oreille de Marcus, « Ne résiste pas. On a des plans d'urgence. » Jasmine est emmenée en lieu sûr par Deacon et Sarah. Marcus garda son sang-froid tandis qu'on le menottait, tandis que la foule hurlait de colère autour de lui. Juste avant d'être placé dans la voiture de police, Camden s'approcha. « Vous auriez dû comprendre l'allusion, commandant. Maintenant, vous allez tout perdre. » Mais 3 pâtés de maison plus loin, un événement inattendu se produisit. La voiture de police tourna brusquement dans une ruelle et s'arrêta. Le conducteur fit demi-tour. « Commandant Reynolds, je suis l'officier Rodriguez. J'ai servi dans les marines 2 missions en Afghanistan. Ce qu'ils vous font subir, à vous et à votre fille, est atroce. Ma caméra embarquée a enregistré la menace de Camden. Je vous emmène en lieu sûr. » Rodriguez était-il un allié rare ou s'agissait-il simplement d'un autre piège? Il emmena Marcus dans une église à la sortie de la ville où le père Thomas, ancien aumônier militaire, lui offrit l'asile. Lorsque Xavier arriva 1 heure plus tard, son visage était sombre. Ils ont émis un mandat d'arrêt avec des accusations forgées de toutes pièces. Camden a fait appel aux autorités des juridictions voisines. Il vous accuse d'être armé et dangereux. La première inquiétude de Marcus fut immédiate. Et Jasmine? Deacon la détient, dit Xavier. Ils ont essayé de la transférer dans un établissement médical sécurisé sans votre consentement. Ils ont prétendu que c'était pour sa protection. Deacon a intercepté l'ambulance. Ne me demandez pas comment. Elle est avec un médecin militaire en qui j'ai confiance. Ils s'en prennent aussi aux preuves, ajouta Miguel en brandissant son ordinateur portable. Ils ont saisi les disques de sauvegarde de Sarah et obtiennent des mandats d'arrêt pour tous nos téléphones. Le regard de Marcus s'éclaira. Xavier, quel est ton statut au bureau? Suspendu, dit Xavier. Mon supérieur sait que je t'aide.
Nous sommes donc seuls, conclut Marcus. Pas tout à fait, répondit doucement le père Thomas. Il y a encore des gens dans cette communauté qui reconnaissent l'injustice lorsqu'ils la voient. Pendant 3 jours, Marcus est devenu un fantôme, utilisant toute sa formation Delta Force pour se déplacer discrètement à Oak Ridge. Les mêmes compétences qu'il utilisait autrefois dans les zones de guerre hostiles étaient désormais déployées dans les banlieues américaines, contre des institutions qui avaient juré de servir et de protéger. Avec l'aide d'un employé municipal compatissant, Marcus a infiltré le service de police d'Oak Ridge. Déguisé en agent de maintenance, il est entré dans la salle des serveurs au petit matin et a installé l'appareil personnalisé de Miguel. En seulement 20 minutes, il a extrait tout ce dont ils avaient besoin, des images de caméras corporelles, des notes internes, des registres de plaintes et des documents financiers reliant Camden à des comptes secrets. De retour à l'église, ils étudièrent les données. L'intersection où Jasmine avait été abattue n'avait pas été choisie au hasard, c'était un poste de contrôle clé pour le trafic de drogue. Des policiers comme Miller et Harlow laissaient passer les véhicules du cartel tout en harcelant d'innocents conducteurs noirs pour sauver les apparences. Pire encore, des courriels échangés entre Camden et le procureur général de l'État, Thomas Wells, détaillaient le partage des recettes de ces opérations. Il s'est avéré que Wells contrôlait les affaires d'État qui avançaient et avait enterré des années de preuves contre Camden. Alors qu'ils élaboraient leur stratégie, le système de Miguel a signalé une alerte, quelqu'un accédait au compte cloud de Sarah. Il la traque, a-t-il averti. Marcus appela Deacon. Déplace Jasmine, maintenant. Ils t'ont trouvé. Trop tard, dit Deacon d'un ton sombre. Les flics ont encerclé le bâtiment. Sarah les retient, mais il faut une extraction. Pas d'hôpital, ordonna Marcus. Ils surveilleront. Elle a besoin de ses médicaments dans 12 heures. En collaboration avec le réseau de vétérans du père Thomas, Marcus lança une opération de diversion, 3 véhicules identiques partaient de différents points de la ville. Dans la confusion, Deacon et Jasmine s'échappèrent et retrouvèrent Marcus sur un aérodrome privé. Un pilote de l'armée de l'air à la retraite attendait avec son petit avion. Marcus porta Jasmine à bord, le cœur brisé par la légèreté qu'elle ressentait dans ses bras. « Ils allaient m'emmener quelque part », murmura-t-elle. « Je les ai entendus dire qu'ils allaient corriger ma mémoire avec des médicaments. » « Tu es en sécurité maintenant, lui dit Marcus, même s'il n'était pas sûr que ce soit vraiment le cas. Alors que l'avion décollait, Xavier a appelé pour annoncer une nouvelle mauvaise nouvelle, le FBI m'a suspendu pour entrave aux forces de l'ordre local. L'accréditation de presse de Sarah est révoquée. Il nous coupe les vivres. Marcus était désormais un fugitif. Jasmine, une cible cachée. Et le réseau de corruption s'étendait plus loin qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Ils rencontrèrent Michael Torres, un ancien agent de la DEA, dans une cabane à 80 km de là. Torres révéla la vérité, Oak Ridge était la plaque tournante d'un vaste trafic de drogue. Les agents de Camden veillaient à ce que les véhicules du cartel puissent passer sans encombre. Wells les protégea des poursuites. « Mais pourquoi Jasmine » demanda Marcus. Xavier hésita. « On vous a signalé. Votre passé militaire, vos plaintes. Quand sa voiture est passée, ils en ont profité pour envoyer un message. Une carte a révélé la vérité, des millions circulaient dans cette opération, protégée par des sociétés écrans liées à des campagnes politiques et à des juges. Sarah commença à publier les preuves en ligne, par l'intermédiaire de réseaux de journalistes indépendants. La pression nationale s'intensifia. Pendant ce temps, l'état de Jasmine, soigné correctement, s'améliorait. Ses jambes avaient retrouvé leur sensation. L'espoir était revenu. Un soir, elle tendit son téléphone à Marcus. « J'ai enregistré quelque chose que tu dois entendre. » L'enregistrement était glaçant. L'inspecteur Harlow et un médecin discutaient de la falsification de son dossier pour prouver son agressivité ou une tentative de justifier la fusillade. Camden avait menacé le médecin de ne plus exercer. « C'est la preuve évidente d'un complot », a déclaré Torres. « Mais s'ils découvrent qu'elle a filmé cela, ils la poursuivront à nouveau. » Marcus prit une décision déchirante. Utilisant le réseau clandestin de l'Église, il organisa le transfert de Jasmine dans un autre État. « Je dois rester et finir ça », lui dit-il. « Non », répondit Jasmine fermement. « Ils ont essayé de me voler mon avenir. Je veux être là quand ils seront traduits en justice. » Avant qu'il puisse répondre, Xavier s'est précipité à l'intérieur. Les flics approchent. Quelqu'un a parlé. Ils ont évacué.
Alors que Deacon s'éloignait avec Jasmine, la police a encerclé le véhicule. Marcus s'apprêtait à intervenir lorsque Xavier l'a attrapé par le bras. Ils vous tireront dessus à vue. Il nous faut un autre plan. Dans un chalet de montagne, Marcus a rassemblé des alliés, d'anciens membres de la Delta Force, des militants locaux, des enseignants et même quelques policiers courageux. Le père Thomas et Miguel ont transformé l'endroit en centre de commandement tactique. Jasmine est à l'aile médicale du centre de détention du comté d'Oak Ridge, a rapporté Xavier. Marcus a examiné les plans et les détails de sécurité pendant des heures, formant les civils à des tactiques sûres et non violentes. Nous ne faisons pas la guerre, leur a-t-il rappelé. Nous dévoilons la vérité. Un groupe anonyme de pirates informatiques a fourni des données de surveillance. Ils ont découvert que Camden avait lancé Opération Nettoyage, une campagne visant à éliminer les témoins et à détruire les preuves. Avant de lancer l'opération de sauvetage, Marcus a confronté l'officier Miller à son domicile. Nous devons parler, dit Marcus en sortant de l'ombre. Miller a avoué la protection contre le trafic de Camden, la couverture politique de Wells, le profilage racial et la façon dont Jasmine avait été délibérément ciblée. Tu as juste suivi les ordres, demanda Marcus. J'ai suivi les ordres de mon chef, comme vous avez suivi les vôtres, rétorqua Miller. Je n'ai jamais tiré sur des enfants, répondit froidement Marcus. Il disparut dans la nuit, ses aveux enregistrés. Ils avaient enfin la preuve. Mais le lendemain matin, Miller fut retrouvé mort. Un suicide présumé. Une note absolvait Camden et attribuait tout à des préjugés personnels. Pire encore, un garde-meuble loué au nom de Marcus fut découvert, contenant le badge de Miller, l'arme du crime et de faux liens avec des groupes extrémistes. Il te piège, dit Xavier. Camden a atteint son objectif final.